les tribulations d'Hildegard. Comme je vous le disais précédemment, nous allons parler aujourd'hui du roman de Karine Gebel, que j'ai tendance à appeler Catherine Gebel. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un lapsus révélateur. Alors, c'est un peu ma Emma Bovary à moi, en sachant, Emma Bovary pour moi a été, je crois, l'œuvre littéraire vraiment d'un ennui sans fond. Je l'ai lu, j'ai, comme disent les jeunes, j'ai hyper galéré. C'est quelque chose, mais qui ne m'a absolument pas ni stimulé, ni donné envie de... voilà, j'ai pas été emportée, j'ai pas eu de réflexion. En fait, la seule réflexion que j'ai eue dans toute ma vie, c'est que je ne mettrai jamais les pieds à Rouen. Et effectivement, je n'ai jamais mis les pieds à Rouen. Alors, ça n'engage que moi, encore une fois, hein. Je pense on a des œuvres littéraires comme ça, ou un roman qui font que, voilà, on n'adhère pas. Alors, je sais par exemple, en discutant avec plusieurs personnes, beaucoup font remonter l'œuvre de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Excusez-moi pour la rota, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'espagnol. J'aime beaucoup la langue espagnole, mais je suis incapable de la parler. Donc, voilà, ce sont des choses où des fois on n'adhère pas, ça ne provoque rien. Enfin, moi, je n'ai eu vraiment aucune émotion. Ce qui n'est pas inhabituel chez moi, mais bon, sur ce livre-là, ça a été vraiment d'un ennui, mais un puits sans fond, quoi. Et finalement, ben, j'ai retrouvé l'équivalent dans le contemporain, qui est Karine Gebel pour moi. Et c'est un auteur qui, alors elle ne m'inspire, mais alors pas du tout. Alors, je vous présente ce roman-là, qui est Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Elle a écrit plusieurs romans, mais bon, j'en ai pris un au hasard parce que c'est les mêmes, hein. Voilà, je n'adhère pas assez à son style d'écriture, à ce qu'elle peut raconter, mais alors pas du tout. Je peux le lire à l'envers, à l'endroit, en sautant des pages, ça ne change rien à ma vie. Alors, je vais vous faire quand même un compte-rendu de ce livre, hein. Je ne vous dis pas effectivement de ne pas le lire, parce que ça serait très mesquin de ma part. Il y en a qui adorent, hein. Moi, je suis allée sur des forums, il y a beaucoup de gens qui adorent Karine Gebel. Bon, grand bien leur face. Lisez-le, faites-vous un avis, et comme tous les livres que je vous présente, hein. Alors, effectivement, moi, j'ai des fois plus de coups de cœur sur des livres ou des auteurs comme Ilaria Tutti, comme Cédric Cyr, parce que c'est des gens qui réinventent le thriller, c'est-à-dire on ne sait pas à quoi s'attendre, et il y a cette quête qui est une interrogation sans cesse, en fait, parce que moi, c'est ce que je cherche dans le thriller, c'est que quelqu'un me surprenne et que je n'ai pas, au bout de la 10e page, de me dire, bon, ben voilà, ok, d'accord, ben, ça va être ça jusqu'à la fin du roman, puis finalement, ben, le meurtrier, ou voilà, on le connaît, c'est sans surprise, c'est cousu de fil blanc, il n'y a pas de... ça traîne en longueur, c'est bon, voilà, c'est tout ce qui est, en fait, Karine Gebel. Je vous donnerai après les incohérences du roman, parce que c'est quelqu'un qui me perturbe beaucoup dans les incohérences. Je vais vous faire rapidement le résumé. Donc, c'est un roman qui met en scène Vincent Lapaz, qui est guide de haute montagne dans le Mercantour, qui vit, qui est un peu asocial, entre guillemets, qui vit isolé dans un chalet en compagnie de son chien, avec une histoire personnelle un peu mal alambiquée, enfin bon, bref. Et donc il vit sa vie, hein, tranquille. Et il y a un corps qui est d'un garde du parc du Mercantour, qui est découvert au fond d'un ravin. Donc l'enquête conclut à une mort accidentelle.
Sauf que lui, connaissant bien le terrain, connaissant bien le garde, ben, il émet un doute sur cet accident et voilà, il se pose des questions. Là-dessus, survient une jeune gendarme qui est mutée dans la vallée, qui s'appelle Servane Brettenbach, et qui, en fin de compte, va avoir du mal à s'intégrer dans sa brigade, va avoir du mal à s'intégrer dans le village. Et tous les deux ben, vont lier une amitié qui va faire que ben, ils vont enquêter sur cette mort. Voilà. Point barre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur. C'est voilà, c'est plat. Et pourtant, on est en montagne, donc il devrait y avoir du relief, il devrait y avoir des sensations. C'est plat. C'est d'une platitude, mais c'est long, très très long. On va arriver tout de suite. Alors, les thèmes, j'en ai pas trouvé. Franchement, je vous jure que j'en ai pas trouvé. Voilà, c'est plat, c'est plat. Alors, on va avoir sur... voilà, je vais vous dire, finalement, c'est les secrets qui vont structurer une intrigue. Alors, ça va être la rivalité entre des chasseurs et les gardes du parc, ça va être l'emprise d'une famille puissante sur la mairie, ça va être des magouilles financières, ces secrets, ces vérités un peu enfouies qui vont expliquer le meurtre qui a été maquillé en accident. Et voilà, ça va forcer un petit peu les deux protagonistes de l'histoire, qui sont Vincent et Servane, eh ben, à essayer de briser l'omerta locale. C'est un fait divers du journal Sud-Ouest, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins, c'est que ça. C'est-à-dire que ça aurait fait 20 lignes, ça aurait été largement suffisant. Pour moi, toujours pour moi. On va arriver aux incohérences du roman. Alors, en fait, si vous voulez, les différentes incohérences du roman que moi j'ai trouvées, ça va être que il y a toujours voilà, des confrontations prématurées, sans aucun indice, sans aucune preuve, qui vont intervenir, c'est-à-dire que on va confronter telle personne en disant c'est le suspect, on va aller la voir, on va le lui dire. Oui, d'accord, ok, d'accord, on suit, hein, on suit. Va y avoir ce partage d'informations sensibles avec des protagonistes de l'histoire, et alors on ne sait pas s'ils sont douteux, s'ils ne sont pas douteux, qui ils sont, ce qu'ils font. Vous êtes dans une enquête, je ne sais pas, logiquement, vous n'allez pas avouer ce que vous pouvez trouver ou ce que vous pouvez penser, et vous n'allez pas vous livrer à Pierre-Paul Jacques. Voilà, ça me paraît un peu, enfin, très loufoque. Vous avez voilà, toujours alors, cette recherche, enfin, même pas de cette recherche d'indices, parce que les indices, en fait, ils attendent, les deux là, ils attendent que ça leur tombe du ciel. Voilà, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas voilà, de se dire, de cette logique d'enquête, hein, tout bêtement, de se dire, bon, bah, s'il se passe ça, tiens, j'ai trouvé ça, à quoi ça m'amène, voilà, il n'y a rien. C'est une passivité qui est prolongée artificiellement, voilà, qui prolonge artificiellement cette histoire, mais alors sans justification réaliste. C'est du n'importe quoi. Il n'y a rien à assembler. Voilà. Alors moi, quand je lis un thriller, j'ai cette faculté de pouvoir, mon cerveau a cette faculté de pouvoir assembler des choses qui ne paraissent n'avoir aucun lien, mais je suis capable d'assembler les choses, comme un puzzle en fait, je vous en ai souvent parlé, et voilà, et ça se met en place, et d'avoir cette vision globale sur des détails qui vont se raccrocher. Là, c'est rien. Quand je dis c'est Maëma Bovary, c'est que c'est rien, c'est-à-dire entre la porte de la calèche, la rue, la cathédrale de Rouen, etc., ben on en est au même niveau. C'est d'une platitude et d'un ennui, mais voilà, mortel. Je pourrais presque faire, voilà, dire un ennui mortel. Et il y a autre chose qui m'a profondément agacée, très agacée.
Servan, en fait, arrive dans cette brigade de gendarmerie. Donc, vous allez voir où je veux en venir. Donc, femme célibataire, un peu masculine, etc., dans un milieu très masculin. Et donc, le livre nous fait dire qu'elle appartient à la communauté homosexuelle. Voilà. Donc, ok, pas de problème, moi, ça ne me pose pas de souci. Et donc, tout au long du livre, elle a cette amitié avec Vincent Lapaz, qui vit, je vous le rappelle, hein, qui vit solitaire au fond d'un chalet dans la montagne avec son chien, donc un type un peu bourru, un peu brut de décoffrage. Et mais alors les quelques pages de la fin, hein, c'est vraiment les quelques pages de la fin, elle tombe amoureuse de Vincent. Ce qui nous fait dire que, en fait, jusqu'à présent, elle avait une sexualité autre parce que elle n'avait pas trouvé le bon homme, pas le bonhomme, hein, le bon homme. Là, je crois qu'on est dans le cliché, mais alors le plus stéréotypé qu'on puisse avoir. Et moi, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais non, t'as pas fait ça. Ben si. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être l'élément surprise. Voilà, ça a été le seul élément surprise, entre guillemets, mais pas de bonne surprise, voilà, qu'il y a dans ce roman. Et finalement, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire parce que je me dis, on en est là. Alors, dans les autres romans, c'est des clichés, genre l'enquêteur est seul parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme et donc il a versé dans l'alcoolisme. Non mais, Karine Gebel, arrêtez. Tant mieux si vous avez des électeurs, hein, je vais vous dire, parce que là, le niveau pour moi, c'est en dessous de la mer. Hein. C'est vraiment zéro de chez zéro. Je veux dire, ça ne m'a pas captivé, ça ne m'a pas amené. Je suis tombée sur des stéréotypes. Mais alors, qui fait ce genre de stéréotypes aujourd'hui? Voilà, je suis mais sans voix. On est qui on est, on fait ce que l'on veut. Je pense que l'amour, que l'on connaisse l'amour, n'est pas lié au genre. Alors, comme disent certaines Instagrammeuses, etc., ou Instagrammeurs, vous allez attraper ma veste, mais je m'en fous complètement. J'assume complètement ce que je dis. L'amour n'a pas de genre et n'a jamais eu de genre. Que ce soit dans des textes anciens, que ce soit dans des récits anciens, etc. L'amour n'a pas de genre. Ça ne doit pas définir même un genre. C'est quelque chose que je ne comprends pas quand on dit, voilà, ça doit être ça, ça doit être ça. La notion judéo-chrétienne définit un genre. La religion définit un genre. La société peut définir un genre d'amour. Mais à ce moment-là, on va se conformer à ce que l'on attend de nous. Donc on perd notre libre arbitre ou on va se masquer, on va mentir. Ça existe, hein, c'est un fait de société. On passe, alors on est en train depuis quelques années de calquer notre comportement sur les Américains, ce qui me met fondamentalement hors de moi. Nous sommes le vieux continent, il ne faut pas l'oublier, nous sommes un vieux continent. Nous sommes passés par des phases très dures, hein. L'histoire de France s'est forgée dans le sang. Et là, depuis quelques décennies, on est en train de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'on passe d'un puritanisme très fort à un laisser-aller complet.
On n'a plus de juste milieu. Et en supprimant ce juste milieu, en fait, on va exacerber les tensions, on va exacerber la haine, et non pas l'amour. Que deux girafes ou que deux gorilles se mettent ensemble, qu'ils aient des enfants, qu'ils n'aient pas des enfants, je veux dire, ça les regarde eux. On ne peut pas avoir une opinion basée sur des notions judéo-chrétiennes ou sur des faits de société ou sur parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, sur une moralité en fait. Mais encore une fois, qui va définir cette moralité? Je pense qu'on supprime de plus en plus notre libre arbitre et notre façon et qu'on guide notre façon de penser. Ça se voit dans la vie de tous les jours. On ne peut pas dire aux gens ce que vous vivez ou qui vous aimez, ben c'est mal. Moi, la première, je ne me permettrai jamais d'émettre un jugement. Alors, j'émets pas de jugement en règle générale parce que ce n'est pas ma vie et je ne m'en mêle pas. Je ne monte pas au créneau non plus de défense parce que je l'ai eu fait il y a des années et que ça ne sert strictement à rien. Parce que vous aurez toujours des détracteurs, parce que vous irez toujours à contre-courant et que ça finit par être très épuisant. Donc aujourd'hui, je préfère rester à l'écoute. Si quelqu'un a besoin voilà, d'une écoute, d'une oreille attentive, je suis là. Mais je ne pars plus au combat comme Don Quichotte parce que c'est épuisant et parce que de toute façon les choses ne changent pas. Vous ne pouvez pas. Il est très utopique de penser que vous allez faire changer les choses. Moi, je l'ai pensé au tout début quand j'ai mis les pieds dans le monde du travail. J'ai pensé que j'allais révolutionner la branche de ma profession. Ça m'a pris 2 ans pour comprendre que je ne révolutionnerai rien du tout et que rien ne changera jamais. Et au contraire, c'est une profession qui est en pleine régression aujourd'hui. Enfin, c'est un secteur qui est en pleine régression aujourd'hui. Donc, voilà. Et il ne faudrait pas que ce secteur soit là en régression. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'on guide l'opinion des gens, on guide le fait de cette pensée. On va en arriver à cette pensée unique. Vous êtes capable, la majorité des gens est capable, je vais prendre un exemple très concret, la majorité des gens est capable de dire oui, moi je suis contre la pédophilie, etc. etc. Vous avez le consentement sexuel qui a été baissé à l'âge de 13 ans. Même s'il était à 16 ans, ça ne change rien. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui qui a eu des relations sexuelles avec une femme qui était son professeur, qui avait 38 ans. Il en avait 14. À un moment donné, je ne pose pas de jugement là-dessus. À un moment donné, on nous dit, il y a des lois. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi il est possible, dans certains cas, d'avoir ce cas-là, et dans d'autres cas, de ne pas avoir ce cas-là. Et ça ne choque personne. Alors si, vous allez avoir des gens qui disent, oui, voilà, ça s'arrête là. Personne ne dit, mais comment cela se fait-il? Ça s'appelle un détournement de mineur, de moins de 16 ans. La loi est là. Ça n'a jamais été sanctionné. Ça n'a jamais été relayé. À cette personne, donc Madame Macron, on n'a jamais demandé des comptes sur son comportement. Par contre, on va demander des comptes à une femme qui a, on va dire, 40 ans et qui va sortir avec un jeune de 17 ans qui n'est pas majeur, etc. On va lui dire, ah ben ça, c'est pas bien. Un type qui a 60 ans qui sort avec quelqu'un qui a 18 ans, on ne va pas lui demander non plus de compte parce que, je vais dire, c'est dans la
c'est dans le paysage. Un homme a le droit de le faire. Une femme, ça s'appelle, tout de suite, on va lui mettre un qualificatif de cougar ou de prédatrice sexuelle. Voilà. Et les gens adhèrent à ce genre de propos et ne se posent pas la question. C'est pour ça que je vous dis, l'amour n'a pas de genre, mais vous savez, on a quand même une notion, je l'espère, de bien et de mal, de choses qui se font et de choses qui ne se font pas. Parce que sinon, moi, demain, mon voisin me parle mal, je ne vais pas aller lui mettre un coup de clé de 12 et lui fendre le crâne. Parce qu'il m'a mal regardé ou qu'il m'a mal parlé. Parce que si on en vient là, bon, je vous rassure, je vis isolée, donc je n'irai pas fendre le crâne de mon voisin parce que j'en ai pas. Mais c'est dans la manière de faire, c'est dans la manière de voir les choses. Donc, oui, ce stéréotype, moi, dans ce livre, m'a profondément choqué, non, pas choqué, mais ennuyé. Parce que je me dis, mais comment, en étant un auteur, on puisse faire ce genre de choses? Voilà, tout bêtement. C'est quelque chose qui m'a un peu agacé, voilà, qui m'a agacé, donc, et qui m'a pas conforté dans le fait de me dire, Catherine Giebel, bon, finalement, peut-être je peux lui pardonner sur ça, enfin lui pardonner, je peux comprendre sur ça, mais bon, mais tous ses livres sont comme ça, donc voilà, ça n'a pour moi aucun intérêt, ça n'amène pas à... D'ailleurs, j'en fais pas des tonnes sur ce livre-là, parce que voilà, lisez-le, si vous ne remarquez pas les mêmes choses que moi, ben ça veut dire que j'ai un peu trop gratté sous la surface. Et si quelqu'un me dit, moi j'ai adoré ce livre-là, déjà, jusqu'à ce que la mort nous unisse, moi, j'étais partie sur quelque chose de très dans le thriller, très psychologique, vraiment dans quelque chose comme je peux retrouver chez Cédric Cyr ou Hilaria Touti, c'est-à-dire très profond. Non, c'est pas profond du tout. Je crois que je pourrais lire ce livre en dormant. Ça ne changerait rien à ma vie. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc ça n'amène rien. Voilà, il y a pas de, ça ne me questionne pas. Ça m'a interpellée sur cette relation un peu homo, un peu machin, mais ça ne me questionne absolument pas. Et je me dis, mais comment personne n'est monté au créneau en me disant, oh, Karine Giebel, tu te permets de dire ça, mais à la limite, qui tu es pour introduire ce genre de stéréotype, je veux dire machiste, parce que c'est très machiste. Elle n'a pas trouvé le bon gars, en fait, voilà. Je sais pas, peut-être elles ne sont pas tombées dessus. Donc, Karine Giebel, méfiez-vous, parce que le jour où une lesbienne tombe sur votre livre et le lit et comprend ce que vous avez fait, je pense que vous n'aurez pas que des amis. Tout simplement. Voilà. Donc, on va en rester là parce que c'est pas quelque chose qui m'a passionné. Et puis, en parler, ça m'amène rien. Voilà, j'ai pas envie de partager ce genre de lecture parce que ça n'amène rien. Il n'y a pas quelque chose sur lequel vraiment se raccrocher et de dire voilà, j'ai été embarqué dans ça, j'ai été amené vers autre chose. Alors, il y a un autre livre comme ça où il y a une incohérence qui est La Psy de Freda McFadden. Je vous en parlerai sans trop dévoiler l'intrigue, mais en parlant de ces incohérences, on est obligé de parler de ces intrigues, de cette intrigue. Mais voilà, il y a une incohérence aussi dans ce livre-là qui est assez sensationnelle. Je ne sais pas ce que je vais vous présenter la prochaine fois parce que il y a 2-3 livres qui m'ont un petit peu interpellée, mais sans grand enthousiasme. Alors peut-être que je retournerai sur La Nymphe d'Hilaria Touti pour un petit peu redonner un peu de l'espoir. Entre-temps, je vous ferai une vidéo. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si je vous mets une vidéo de livre ou pas, mais entre-temps, c'est la saison du Canard Gras.
Donc je vais devoir aller, apporter mon aide, à Homme, qui est ma maman. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur la préparation des canards gras. Voilà, ne criez pas, au végétarisme, au végétalisme, et cetera. Je fais ce que je veux, j'habite à la campagne. Et si, vous voulez pas regarder la vidéo, ben vous la regarderez pas et puis c'est tout, hein. On va pas non plus se justifier de dire: «Je fais les canards gras». C'est une tradition et c'est de famille, donc on aura peut-être une vidéo de canard gras et je vous ferai peut-être un petit résumé de livre derrière. Voilà. Sinon, on parlera quand même de la nymphe d'Hilaria Tutti qui est dans le même prolongement que l'enfer sur le toit. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne après-midi. Le soleil sort un peu et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.